Jérémy, je suis super contente de te recevoir. Salut! Hello, Steph. Il y a tellement d'affaires qu'on aurait pu jaser ensemble. Comme j'expliquais un petit peu dans l'intro, tu as été un coup de cœur quand je t'ai rencontré. On a eu la chance de jaser autour d'une table au resto. Puis toi, c'est vraiment l'écriture transformationnelle. Puis je me suis dit que pour les gens qui m'écoutent, qui me connaissent pour la communication, ben des fois, on réalise pas le pouvoir que l'écriture peut avoir avant de parler. Parce que des fois, on veut communiquer des affaires, mais l'écriture peut vraiment aider à ce niveau-là. Puis moi, j'aimerais ça savoir comment toi, c'est arrivé dans ta vie, puis en lien avec ton expression, en lien avec ta communication, t'as-tu vu des changements? Aïe, 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 quelle grosse question pour Je pars de même, commencer. moi, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Écoute, comment c'est arrivé dans ma vie? En fait, moi, je suis pas de ce monde-là. Je suis pas du monde littéraire. J'ai fait du développement économique toute ma vie, là. Je faisais du redressement d'entreprise. Moi, ma job, c'était d'être en veston-cravate puis d'analyser des états financiers puis d'accompagner les entrepreneurs, là. Mais à un moment donné, est arrivé ce qui nous arrive tout un jour, hein. On se claque toute une belle crise existentielle. Puis moi, ben, c'est arrivé à la mi-trentaine suite à une question qui a été posée dans le cadre d'un atelier que j'organisais et où Sylvain Guimont, que les gens connaissent, qui était à ce moment-là psychologue sportif pour le Canadien de Montréal. Sylvain, à la toute fin de l'atelier, dans un rush de la conférence, a tout simplement dit, quand vous allez être rendu à votre retraite avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire vous allez avoir à leur raconter? Et ça, là, à ce moment-là, dans ma communauté, moi, j'étais pas mal au top d'où je pouvais être. Tout allait bien. J'avais ma face dans les journaux. On m'invitait dans les médias. J'étais la petite coqueluche du village, tu sais, de mon coin de pays. Et j'ai pris papier-crayon. Et tout ce que j'ai pu écrire sur ma feuille, c'est ma femme, mes enfants. Et après ça, ça a été le néant total. Il n'y avait plus rien. Je me suis dit, le jour où je vais arriver, je vais m'asseoir dans ma chaise berçante avec mes petits-enfants sur mes genoux, là, ils en auront rien à foutre de ce que grand-papa a gagné comme argent dans la vie, de ce que grand-papa a fait comme job, de combien de fois il était dans les journaux, de combien d'entrevues il a donné, bref. J'ai continué à travailler pareil. On n'arrête pas de travailler quand quand on se pose des grandes questions, mais à partir de là, la quête s'est installée et l'écriture est arrivée un peu plus tard dans le processus parce qu'il fallait que je trouve une façon de me sortir de la tête, ce qui me tournait, en fait, ce qui me faisait tourner en rond. Il fallait que je dépose à quelque part de façon naturelle. Je me suis mis à écrire. Et un jour est arrivée l'idée de ben et pourquoi ne pas écrire un livre? Tant qu'à faire un bilan de sa vie, pourquoi pas écrire un livre? Et puis là, ben, ça a été la plus belle des aventures et des mésaventures que je me suis offerte, là, parce que ça m'a pris 3 ans à écrire le premier livre. 3 années où j'avais l'ego tellement grand que je m'étais dit que j'avais pas besoin d'aller dans des groupes, que j'avais pas besoin de suivre de formation, que n'importe qui pouvait écrire. Fait que pendant 3 ans, j'ai vécu tout ce qu'on vit quand on se lance dans un projet sans aller vers l'autre. Euh, et c'est ce qui me permet aujourd'hui, honnêtement, quand je dis que ça a été la plus belle mésaventure, mais la plus belle aventure, c'est que si je m'étais pas offert ce cadeau-là du 3 ans à rusher ma vie comme un malade à essayer de comprendre ce que je foutais là, ben, je serais pas en mesure de l'enseigner aujourd'hui. Parce que si on n'a pas marché le chemin, si on n'a pas souffert, si on n'a pas expérimenté les blocages, on peut pas comprendre ce que l'autre vit quand il se présente à nous, Et je là. sais pas. Ah oui, vas-y, continue. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Je veux dire, je sais pas toi, c'était quoi ta relation avec l'écriture au début, tu sais, parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, par exemple, nous les filles, je dis nous les Mhm. filles parce que beaucoup de mes amis et moi, on avait notre petit journal intime, puis là, on écrivait beaucoup nos émotions, beaucoup nos pensées. J'ai un kick sur ce gars-là, il me fait chier. Tu sais, on écrivait vraiment. Je trouve que c'était très transparent. Moi, du moins, ce que j'écrivais quand j'étais jeune. Et à un moment donné, c'est bizarre parce que là, la vie te rattrape et là, ben, tu deviens responsable. Puis là, l'écriture disparaît. Moi, ça a disparu dans mon cas. Alors que j'avais une super relation précieuse avec l'écriture, ça disparaît. Puis ça disparaît aussi, ben, en tout cas, moi, dans mon cas, parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre, parce que l'écriture est devenue une forme de performance à l'école, tu sais. Ouais. Et moi, j'ai arrêté complètement d'écrire, puis je me suis détachée de ça pendant longtemps. Puis je sais pas, toi, c'était quoi ta relation avec l'écriture? Parce que oui, tu dis que tu coachais, tu sais, des entrepreneurs, tout ça, mais est-ce que tu écrivais quotidiennement? Quand tu as décidé que tu écrivais ton premier livre, t'en étais où dans cette relation-là? J'en étais que j'écrivais pas du tout. Ça n'a jamais été, hormis les petites lettres d'amour échangées là, au secondaire, là.
avec les copines, et c'est des filles qui m'initiaient évidemment parce que des gars, spontanément, on va pas vers là. Zéro, honnêtement, zéro, zéro, zéro. Et j'étais pas celui qui lisait le plus de livres non plus. J'écrivais pas. Alors, en 2017, je me suis installé papier-crayon de façon je savais pas ce que j'allais faire avec ces deux outils-là, mais je savais que je devais me mettre en action. Alors, le cerveau, c'est un muscle. Et tout ce que j'avais à portée de main, ben, c'était des livres. Alors, j'ai pris les premiers livres et j'ai commencé à recopier des bouts de livres, des citations. Et au fur et à mesure, j'ai pu me détacher des livres un peu, puis revenir un peu plus sur mes journées. Puis là, ben, je n'ai écrit mes objectifs, mes émotions. C'était pas, on était loin d'être dans la grande romance, là. Mais tu vois, ça, c'est en 2017 et aujourd'hui, mes cahiers, ben, à chaque journée, je commence toujours mes journées par de l'écriture et je donne un titre, comme on le fait avec un chapitre dans un livre, et je fais une rétrospective de ma journée passée et de ce que je veux faire dans ma journée, mais je le fais toujours de façon très narrative, de façon comme si je le racontais, comme si toi et moi, en fait, à chaque matin, tu venais à ma rencontre et que je te racontais ma journée d'hier, là. Alors, c'est une belle façon, c'est un bel outil de mesure dans le temps, sur qui on était, qui on est devenu, comment on le fait. Et puis, ça crée une tendance. Parce que cette histoire-là, que le muscle, en fait, que le cerveau est un muscle, tu vois, j'ai eu la chance, on va faire des sauts dans le temps, là, mais les gens qui viennent vers moi, c'est ce que je tente d'instaurer. Et le plus bel exemple de tout ça, c'est que mon petit bonhomme, Médéric, j'ai deux enfants et mon plus jeune, à ce moment-là, avait 13 ans quand la crise sanitaire est arrivée et que les écoles ont été fermées. Médéric est monté sa chambre est au sol, Médéric est monté en haut, puis il était blanc comme un drap, il avait l'air d'un fantôme. Et puis là, il me dit, papa, maman, ça va pas. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui va pas? Ben, il dit, je peux pas voir mes amis, je suis tanné de jouer à des jeux vidéo, je sais pas ce que je vais faire de mes journées, je sais plus où je m'en vais. Et chez nous, mon père nous a beaucoup appris le pouvoir des questions. Alors, j'ai tout simplement contextualisé en lui disant, tu sais, Médéric, un jour, tu vas avoir mon âge, tes enfants vont aller à l'école et dans les livres d'histoire vont voir qu'il y a eu une crise sanitaire en 2020. Et ils vont te demander, toi, papa, tu étais à l'école, là, tu n'avais plus d'école, qu'est-ce que tu as fait? Et là, tu auras le choix de leur répondre que ben, tu as végé. En fait, tu as juste perdu ton temps ou tu as donné un sens à ce qui s'est passé. Puis là, il m'a dit, c'est ce que je vais faire, je vais écrire un livre. Je dis, OK. OK, t'as essayé deux fois, ça n'a pas marché, pourquoi là, ça va marcher? Ben, il dit, parce que toi, tu l'as fait, puis tu vas m'aider. Et je dis, ben, je vais t'aider, mais tu vas devoir écrire à tous les jours. Puis c'est difficile de faire ça avec les gens qu'on aime, là. Quand on est dans une relation de coaching, c'est plus facile le contrat, la convention. Quand on est avec un enfant de 13 ans, et là, des fois, je le voyais passer, puis il me disait, là, papa, j'écrirai pas aujourd'hui. Je dis, ben oui, tu vas retourner, tu vas écrire. Mais il dit, j'ai pas d'idée, ben tu vas regarder la boîte de Kleenex qui est sur ton bureau et tu vas me la décrire. Et à partir de la description, ce qui fait que, résultat des courses, 36 jours plus tard, mon petit bonhomme de 13 ans m'a envoyé un courriel. Il est même pas venu me voir. À la limite, c'est un peu baveux. Il m'a envoyé un courriel en me disant, tiens, papa, j'ai fini ma première version, c'est maintenant à ton tour. Il venait de pondre 15 000 mots en 36 jours. Il a écrit un deuxième puis un troisième après. Mais il a connu la recette. Alors, il faut se faire violence et il faut entraîner le muscle. C'est tout. Bon. C'est vraiment intéressant parce que tu sais moi aussi j'ai écrit un livre puis tu sais je pense une des choses qui est super importante avec l'écriture puis je le dis souvent à mes clientes en création de contenu aussi c'est de ne pas se juger parce que des fois on est difficile avec nous-mêmes puis c'est facile de se comparer de rentrer un peu là-dedans puis moi ce qui m'a vraiment aidé à écrire mon livre un des meilleurs conseils que j'ai eu c'est écris sans te juger et sans te relire et après tu feras de l'optimisation. Fait que moi, j'ai écrit, puis chaque jour, je retournais jamais en arrière. Puis pour vrai, j'ai l'impression que si moi, j'étais retournée en arrière, j'aurais jamais été contente, j'aurais jamais été satisfaite. J'aurais voulu rentrer dans le moule de la perfectionniste, puis ça aurait fait en sorte que je l'aurais peut-être jamais écrit puis fini ce livre-là. Fait que tu sais, je pense que écrire dans le non-jugement, puis ça fait toute la différence aussi, puis ça doit être quelque chose que toi tu prônes avec tes clients, avec les gens autour de toi. Comment parce qu'il y a des gens qui se disent moi je peux juste pas écrire. Moi je l'ai pas, moi je suis pas bonne, moi je suis pas ci, moi tu sais. Puis je trouve ça intéressant que tu racontes ton histoire parce que moi dans ma tête t'écrivais depuis tellement longtemps, tu sais avec ta maison d'édition, le fait que tu sois auteur aujourd'hui, je suis comme OK, lui il écrit depuis longtemps mais la vérité c'est que Oh non. tu as commencé comme tout le monde, puis ça fait pas si longtemps, puis ça s'est amélioré rapidement aussi parce que tu t'es donné la chance, tu sais. Ouais. Mais ce que je vais te dire là, et c'est le fun parce que dans un précédent épisode de podcast que j'écoutais, tu fais référence, tu sais, à Mel Robbins et au 5, 4, 3, 2, 1.
Mais le 5, 4, 3, 2, 1, la mise en action, là, ben c'est ça, il faut court-circuiter cette envie-là. Et il faut surtout se souvenir que tant et aussi longtemps qu'on s'installe à la maison avec son portable, avec son ordinateur, avec son cahier, son crayon, là, du moment où ça se passe entre toi et l'outil où tu déposes les mots, il peut pas y avoir de peur de jugement, il peut pas y avoir syndrome de l'imposteur, il peut pas y avoir la quête des conditions parfaites, il peut pas avoir tout ça, ça existe pas, c'est entre toi puis toi. Là où tous les blocages arrivent, c'est quand on se dit, ouais, mais là, un jour, je vais devoir le faire lire. Mais on n'est même pas là, là. Ce que je préconise, moi, bon, c'est pas ce qui est le plus joli. J'ai dû faire designer un beau logo au début pour surmonter, moi, ma peur de mon syndrome de l'imposteur quand j'en parlais, mais c'est l'art du vomissement élégant des mots. C'est important pour moi de mettre art et élégant pour venir enrober le vomissement. Mais le vomissement, c'est cette espèce de pulsion incontrôlable de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si on veut en arriver qu'à changer ce qui se passe à l'intérieur, ben, il faut évacuer. Et là, la meilleure façon de le faire, c'est qu'on retient plus ce qui se passe au niveau de la tête, ce qu'on retient au niveau de la gorge, puis au niveau du cœur. On dépose et vient un moment où on ramasse. Parce que de vouloir créer et corriger systématiquement, là, l'image la plus facile, la plus imagée, là, faut juste s'imaginer qu'on joue une partie de ping-pong, là, que, imaginez-vous, là, vous avez une table de ping-pong devant vous et vous avez à courir d'un côté. Alors, d'un côté, il y a la créativité qui va faire le service, de l'autre côté, le rationnel va vouloir attraper la balle. Et là, cette partie-là, là, sur le long terme, on peut pas gagner, même qu'après une coupe d'échange, on est démotivé, on a perdu le fil, on n'a juste plus le goût. Alors, restons d'un côté de la table et prévoyons, si par exemple c'est le cas si c'est votre cas, ben prévoyons du temps à la limite plus tard dans la journée ou le surlendemain pour venir ramasser. Mettons-le à l'horaire là, pour juste se faire du bien puis se dire qu'on va pouvoir y retourner. Mais faut laisser aller. Faut le laisser aller. Sinon, c'est les mêmes choses qui restent. Et tant et aussi longtemps qu'on essaie de construire cette phrase-là parfaite dans notre tête, ben, il y a probablement des pages et des pages de papier qu'on touchera pas qui seraient d'une grande valeur là, pour un lecteur ou pour des gens dans notre communauté. Ouais, puis je pense aussi que quand on est dans la tête, c'est parce qu'on le sait que quelqu'un va le lire. Parce que si on se dit, je le fais pour moi, tu sais, comme quand j'écrivais mon journal intime, je le savais qu'il allait rester barré avec ma petite clé, tu sais. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose. Les gens, des fois, quand ils s'installent, puis je parle de ma communauté, tu sais, des flyers, les communicatrices flyers, souvent, ben, elles savent qu'elles doivent créer du contenu. Parce que c'est important de créer du contenu. Puis des fois, ben, elles se mettent dans une espèce de mode de, OK, mais cette personne-là va me lire. OK, mais j'ai lu un texte l'autre fois, puis il faut que je sonne comme ça. Puis là, on essaye beaucoup d'écrire en fonction de ce qu'on voit à l'extérieur ou de quoi on va avoir l'air une fois qu'on va avoir publié ça. Puis à cause de ça, on reste au niveau mental au lieu de, comme tu as dit tantôt, d'aller dans le cœur puis vraiment vomir ce qu'il y a à l'intérieur de nous élégamment, là, avec Ouais. élégance. Fait que, quel conseil tu pourrais donner aux filles qui écoutent le podcast présentement, qui sont là-dedans? Ils ont besoin de créer du contenu parce que c'est important pour leur business, leur entreprise, mais en même temps, quand elles arrivent devant l'ordinateur ou même des fois devant un cahier de notes, il y a une espèce de pression de performance qui s'installe. Ouais. Ouais. Bon, là, il y a plein de trucs, là. Il y a plein de façons de le faire. Et le web regorge, en fait, de belles Mm. citations inspirantes qu'on peut aller puiser, se faire un répertoire de citations inspirantes. Tu vois, en 2020, j'ai décidé de créer un calendrier de l'Avent, un calendrier d'écriture de l'Avent dans un groupe, justement pour faire en sorte que les gens aient pas à se casser la tête. Alors, à chaque jour, comme quand on ouvre notre petit calendrier de l'Avent avec notre chocolat, là, ben, j'offrais une question et je commençais déjà la phrase. En fait, j'amorçais déjà. Alors, les gens n'avaient pas à se demander comment ils allaient commencer, comment ils allaient débuter leur réponse, puis après ça, ils partaient. Euh, alors, qu'on parte d'une citation inspirante, qu'on parte de... Moi, ce que j'aime faire beaucoup, puis honnêtement, en amont de tout ça, là, c'est qu'il y a des blocages, là. Que ce soit en écriture d'un livre, que ce soit en création de contenu, tes plus grands blocages sont intrinsèquement liés à qui tu es, là. Quand on parle d'écriture transformationnelle, ben c'est ça, il y a qui on est dans notre condition d'humain, là, avant même de penser à notre statut d'entrepreneur. Et les blocages qu'on porte comme humains sont évidemment les mêmes qu'on vient transposer après ça dans la création du contenu. Si moi j'ai la peur du jugement fois 1 million, ben il est évident que cette peur-là, si je la transcende pas, si je trouve pas une intention plus grande pour venir la tasser momentanément, ben je vais toujours y être confronté, là.
Et si c'est pas à l'étape de la création, ça va être à l'étape où je vais vouloir le rendre public parce que c'est ce qu'on veut. Et t'en parles assez souvent et tu le martèles. Tu sais, moi, je le dis, chaque personne est une histoire à raconter. On peut pas avoir le syndrome de l'imposteur lorsqu'on parle de soi parce qu'il y a personne qui nous connaît mieux que nous. Maintenant, le syndrome de l'imposteur va arriver quand on est dans une posture où on veut devenir enseignant de quelque chose et on se dit, mais là, je suis pas assez. Et là, ben, souvent, ben, on va se pitcher dans des formations une après l'autre, jusqu'à temps de se dire, ben là, ça va faire, puis je vais finalement te parler de qui je suis. Alors, se donner des mécanismes de retourner vers soi, de la mise en action, tu vois, à chaque mois, j'offre des ateliers d'écriture gratuits. Ça, c'est ma façon à moi de contribuer. Alors, on se ramasse 150, 200, 250 personnes sur Zoom un mardi soir. C'est toujours 3 questions, 5, 4, 3, 2, 1, 10 minutes spontanées, et on se pose pas de questions. Il- il- le plus grand frein, le plus grand frein, et tu l'as nommé, c'est de savoir que quelqu'un un jour va peut-être nous entendre, va peut-être nous voir, va peut-être nous, mais si les gens nous écoutent actuellement, si les gens te suivent dans ta communauté, si les gens viennent dans la mienne, c'est parce ils ont ce besoin-là de sortir de leur coquille, là. Euh, Jusqu'à maintenant, tu l'as nommé, tu sais, j'ai une maison d'édition. Écoute, en 21 mois, je vais avoir publié 25 livres. C'est énorme. Et sur ces 25 livres-là publiés, là, il n'y a aucun des auteurs qui avait de bac en littérature, qui avait fait une longue carrière dans le domaine des communications. Il y a des gens qui arrivent à un moment, une apogée de leur carrière, où ils ont assez de contenu pour être fiers puis vouloir partager des enseignements. Mais il y en a d'autres qui veulent juste léguer, là. Léguer à des gens qui sont proches d'eux, transmettre, parce que les gens qui sont proches de nous connaissent pas souvent. Et ça, ben, il n'y a pas de quête de la perfection là-dedans, là. Je veux dire, ton histoire, c'est ton histoire, là. Dans le storytelling, et t'en parles souvent, on peut s'inspirer de ce qui se passe autour, mais quant à moi, la plus grande source, elle est vraiment de l'intérieur, là. Et toutes ces peurs-là, la question que tu me posais, c'était, as-tu un conseil? As-tu un conseil? Ben, écoute, connais-toi. Connais-toi. Il y a rien qui passe par plus grand que ça et surtout à une intention très claire. Les gens, quand ils arrivent avec moi, on fait toujours le test des 7 pourquoi. Alors, pourquoi c'est important pour toi d'écrire un livre? Ben, c'est important pour moi d'écrire un livre parce que je veux partager mon histoire. Mais pourquoi c'est important pour toi de partager ton histoire? Quand on arrive au 5e pourquoi, là, ça commence à faire mal au niveau du thorax et au 7e pourquoi il y a une ouverture. Et une fois qu'on les a trouvés, c'est pourquoi-là, une fois qu'on le sait pourquoi on le fait, mais la mise en action, elle est beaucoup plus facile parce qu'on est guidé par quelque chose de plus grand que ces peurs-là dont on a parlé tout à l'heure, là. Ouais, puis j'aime ça l'intention parce que ça c'est super important parce que c'est facile de dire ah oui mais telle personne peut me juger ou telle personne mais en même temps c'est quoi ton intention? Puis moi quelque chose qui m'aide beaucoup c'est que quand je décide de publier un texte sur les médias sociaux, je me pose toujours la question pour qui je le publie précisément. Pas genre je le publie pour tout le monde. Je vais te donner un exemple. Quelque chose moi qui m'avait challengé. J'avais écrit un texte, puis c'était un texte qui venait vraiment de mes tripes, qui venait vraiment de mon cœur sur l'argent quand j'avais fait mon premier demi-million. J'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, faut que je publie ce texte-là pour les femmes qui ont besoin de voir des exemples de femmes qui font de l'argent parce qu'on n'en a pas beaucoup des modèles qui le verbalisent. En même temps, j'avais quand même ma tête qui me disait, ouais, mais tu sais, c'est pas un peu de l'ego, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est comme, ah, il y a Ouais. des gens qui vont te juger. Mais en même temps, j'étais comme, je m'en fous. Je le publie pour exactement cette femme-là qui a besoin d'entendre mon message aujourd'hui parce que cette femme-là, c'est ça qui va l'encourager à le faire aussi, son demi-million. Fait que moi, souvent, je pense à une personne et pas 50 personnes. Des fois, c'est quelqu'un de précis. C'est pour ça que souvent, les gens me disent, hey, j'ai écouté ton podcast, tu me parlais de ça à moi? Mhm. Mais je parle à plusieurs personnes, sauf que j'ai tellement la cible précisément que Ouais. les gens se retrouvent énormément, puis que je me dis, je suis prête à vivre avec les gens qui aiment pas mon texte parce que c'est pas pour eux autres. Fait C'est que cool. ça m'aide beaucoup. L'intention, puis pour qui Ouais. exactement, précisément, je le publie. Parce que, à quelque part, comme tu l'as dit tantôt, ma communauté, ils sont là. Ils sont là en train d'écouter mon podcast. Ils sont là dans mes formations. Fait qu'à quelque part, ils veulent se montrer, ils veulent briller, ils veulent sortir de leur coquille, mais en même temps, c'est pas toujours évident. Tu sais, c'est pas toujours évident de le faire. Puis moi, je trouve que l'écriture, on en a parlé un petit peu avant qu'on commence l'entrevue, mais l'écriture, ça peut nous permettre de pas vomir dans nos communications pour vrai. Tu sais, de pas vomir à Ouais. son chum quelque chose qu'on dit vite fait ou à ses enfants, puis après qu'on regrette. Fait que l'écriture, ça peut être aussi vraiment une belle transition à la communication verbale, je trouve, là. Ça peut vraiment aider. Est-ce que tu vois, toi, quand même, avec tes Ouais. clients, qu'il y en a que ça a amélioré leur communication écrite
a permis améliorer leur communication verbale après En fait, et non verbale. c'est un exutoire. C'est un exutoire. C'est la plus belle des thérapies qu'on peut s'offrir de soi à soi, et puis il n'y a aucune excuse pour pas le faire, là. Euh, tu sais, on le voit dans les communications parce que beaucoup des gens que j'accompagne, évidemment, montent sur scène maintenant parce qu'ils sont appris à se connaître. C'est un bilan qu'on fait dans l'écriture, peu importe le type de livre qu'on va faire, mais dans un livre, tu sais, dans un ouvrage, j'ai mon amie Sonia. Sonia, elle a écrit 140 000 mots pour son premier livre. On en a publié 80 000 seulement. J'en ai écrit 80 pour sortir de l'ombre et briller. On en a juste publié 40. Ce qui s'est pas retrouvé dans le livre, c'est ce qui a permis que le livre existe. C'est toute la charge émotive qui est laissée de côté. Souvent, quand les gens arrivent dans mes formations, leur intention première d'écriture, là, c'est de dénoncer, c'est de décrier, c'est de raconter à quel point ils ont souffert. Puis c'est très chargé, là. Après 4 semaines, on a fait le bilan de tout ça, là. On l'a déposé, le caca, sur le papier, là. Puis on est allé là. Puis quand on le dépose sur le papier, ça nous habite plus, ça vibre plus de la même façon. Il y a une distance qui se prend. Des gens qui vont écrire un texte et qui, en l'écrivant, vont shaker de partout, vont brailler leur vie. Et 3, 4 semaines plus tard, on va reprendre le même texte et ils vont le lire avec beaucoup plus d'objectivité. Tu sais, du point de vue du rôle, en fait, en observant ce qui se passe, parce que ça leur appartient plus, ils l'ont déposé. Si j'ai une montée colérique envers mes enfants, là, si mon gars me fait de quoi puis ça va pas, mon premier réflexe à moi, c'est de prendre papier crayon et de tout écrire là, comme ça me vient. C'est vraiment pas beau des fois, là. Mm. Tu sais, des fois, on est en coaching, on a un client, le client, il avance pas à la vitesse qu'on aimerait, puis ça nous appartient pas, cette vitesse-là, puis il y a une frustration qui se vit, c'est ma frustration, c'est pas la sienne, puis il a pas à le savoir, puis c'est son rythme. Papier crayon, on évacue. Après ça, honnêtement, on fait ce qu'on veut. Petite boule de papier, enterre ça dans le jardin, sac ça dans le feu de foyer, déchiquette, bref, c'est un exutoire. Mais une fois que ça c'est fait, on est capable de parler après ça avec la personne. On n'a plus la voix qui tremblote. On n'a plus le cœur pris serré. On est capable parce qu'on s'est compris. Puis souvent, on va commencer à écrire dans la colère si on prend la colère. Et même à la fin du texte, on va se rendre compte que les mots étaient déjà beaucoup trop lourds sur le papier au début, puis le texte à la fin est déjà plus doux, là. On Ah l'a oui, vraiment. vécu, ce processus-là. Alors, il est évident que c'est un exutoire et ça change la posture. Mais tellement, puis tu sais, je me souviens d'un moment en particulier où est-ce que je passais 24 heures sur 24 avec certaines personnes, puis moi, dans la vie, j'ai besoin de ces moments de solitude-là, parce que quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose qui m'active intérieurement, puis que là, je suis comme en colère ou tout ça, ben, il y a des fois qu'avant même de parler, même si j'ai des techniques de communication puis que c'est ma force, ça reste qu'on est des humains, puis que moi, des fois, j'ai besoin d'aller prendre un recul pour voir si c'est ma perception des choses, pour voir si c'est mes blessures à moi. Et moi, c'est souvent ce que je fais. Je vais me retirer, puis je vais écrire qu'est-ce qui monte. Et après, ça aide énormément la communication parce qu'au lieu de dire, t'as fait ça, je me suis sentie comme ça, je me Et suis voilà. posé la question si telle affaire. Et ce que ça ressortit, c'est que mon besoin, c'est ça. Hmm. Ça permet aussi d'aller voir c'est quoi l'émotion puis le besoin en arrière. Parce que aussi, ce qui arrive, c'est quand on vomit quelque chose, quelqu'un nous a activé, quelqu'un nous a mis en colère, quelqu'un nous a frustré. Je trouve que des fois, beaucoup de personnes, et je m'inclus aussi, on va avoir tendance à dire qu'on se sent comme ça, mais on dit pas qu'est-ce qu'on a de besoin. On dit, je me sens en colère, je suis frustrée, etc. OK, mais tu as besoin de quoi? Mais des fois, on le sait pas sur le coup si on prend pas le recul. Fait que moi, je trouve que l'écriture permet de évacuer, même si c'est pas beau, puis au lieu de l'évacuer sur la personne, puis après de voir, OK, dans le fond, tout ce que je voulais, là, c'est que la personne m'écoute. Tout ce que je voulais, c'est d'avoir du temps pour moi. Tout ce que je voulais, c'est ça. Et moi, je le vois que mes relations sont vraiment meilleures quand j'ai ces espaces-là. Fait qu'il faut se les créer, ces espaces pour soi d'écriture. Puis ça, c'est super important, là, vraiment, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est, comme tu dis, c'est aussi, garde, on n'est pas obligé de tout publier. On peut choisir ce qu'on publie. Euh, puis on n'est pas obligé de publier un texte de colère. C'est qu'on trouve que ça fait pas de sens pour notre audience, puis que c'est juste comme ça nous a fait du bien. Fait que je pense aussi qu'il faut se permettre d'écrire pour soi avant Oui. tout, tu sais. Mm. Oui, parce que si on le fait pas pour soi, on le retient. Et tant et aussi longtemps on le retient, ben, il y a toujours le doute. Tu sais, il y a toujours l'émotion, il y a toujours quelque chose de sous-jacent qui nous habite. Et on veut surtout pas ça, là.
Alors, oui, il y a des professionnels de la santé mentale. On y va quand on en a besoin. Mais avant, en cas d'urgence, papier, crayon, ça fait une sacrée job. Ce qui fait que quand j'ai lancé mes formations en ligne, moi, je m'attendais à ce que les gens viennent vers moi pour écrire des livres. Au fil du temps, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens viennent vers moi pour faire un bilan de vie. Parce que bon, je fais pas que dans l'autobiographie, que dans le récit de vie, mais quand je dis que on a notre posture d'humain et que comme humain, on est le plus grand frein, évidemment, dans tout ce qui en décline, on peut pas avoir de projet plus grand que ce qu'on peut porter comme vision, puis ce qu'on peut prendre. Alors, les gens viennent pour ça, ils viennent pour leur création de contenu, mais toujours, on s'en va dans l'art du vomissement élégant des mots. On revient, les gens m'en parlent. J'étais gêné, Steph, au début, quand j'ai nommé ça à l'écran, là. Tu nommes ça dans un atelier, l'art du vomissement élégant des mots, puis là, tu te dis, ah, mais là, maintenant, les gens trouvent ça drôle, puis il y a un logo, puis c'est beau, puis là, les gens que je coach me disaient, hey, aujourd'hui, j'ai vomi, tu sais. Ben, c'est super le fun. Ça fait des belles discussions, ça. Ça fait un beau podcast aussi, là. Je m'en rends compte. On va lâcher ce mot-là, là. C'est ça que je vais mettre en extrait, tu le sais, hein? Ben oui, faut que ce soit percutant. Mais en même temps, là, j'ai le goût de te poser, tant qu'à parler de vomi, on va rester un peu là-dedans, mais des fois, il y a des gens qui retiennent à l'intérieur, tu sais, qui ont des maux de ventre, que tu sais, physiquement, ils arrivent pas. Parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je vis, hein. Je suis pas capable de me laisser aller. Je suis pas capable de sortir les choses. J'arrive pas. J'ai le syndrome de la page blanche. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a le syndrome de la page blanche? Tu sais, moi, j'ai mes outils maintenant, puis il y en a plein d'outils. On peut aller sur Google puis écrire comment faire, mais toi, avec ta communauté, c'est quoi ton point de départ? Ce qui m'a ouvert tout ce monde-là, et je l'ai nommé tout à l'heure, moi, c'est des ateliers d'écriture gratuits. J'avais besoin d'aller vers les gens, j'avais besoin de créer cet effet de communauté et surtout parce que des formations en écriture sur le marché, c'est comme dans tout le reste, là. Il y en a une panoplie, là. Je suis pas un cérébral, je suis pas un technicien, je suis pas un universitaire, je suis un intuitif. Ultimement, moi, ma mission dans la vie, là, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils vont être rendus à leur fil d'arrivée, là, juste avant de prendre leur dernier grand souffle, là, ben, ils vont être capables de regarder derrière eux dans le rétroviseur et se dire, hey, sais-tu, j'ai eu une maudite belle vie. Elle a pas été facile, mais j'en ai fait ça, puis je suis fier de qui je suis aujourd'hui. Ça, c'est ce qui m'anime à chaque matin quand je me lève. Maintenant, ma façon à moi d'aller vers l'autre et de l'inviter à faire ce bout-là du chemin, c'est par l'écriture. C'est celui, en fait, je disais à la blague l'autre jour que, bon, là, pour les plus jeunes, la référence sera pas bonne, mais que je vais être le Jean-Marc Chaput de l'écriture. Cette espèce de côté très jovial où on démocratise l'accès à. Alors, qu'est-ce que je fais pour que les gens se mettent en action? D'une part, je les invite à venir à des ateliers d'écriture. J'ai une communauté Écrire avec fierté et légèreté aussi, où à chaque lundi matin, Valérie, ma collègue, va glisser un court exercice d'écriture. Les mercredis, on revient ensemble sur les grands moments inspirants. Et là, ce qui est vraiment tripatif au moment où on se parle, c'est que j'ai une auteure que j'accompagne en privé qui, elle, a voulu jouer le jeu. Et à chaque semaine, les vendredis, on fait un bilan à la caméra de sa semaine. On revient sur les apprentissages, les obstacles, puis les prochaines pistes. Et là, ben, par procuration, on vit un processus de création et d'écriture. Alors, il faut s'inspirer. Honnêtement, il y a du stock partout. Et si on veut vraiment le faire bien, ben, on s'entoure des bonnes personnes, celles avec lesquelles on sent qu'il y a une affinité, il y a une familiarité. Euh, et puis là, ben, on vient me voir parce que ça va me faire plaisir. C'est vraiment intéressant aussi parce que je me souviens, tu viens de me rappeler que il y a de ça, je pense, 1 an, 2 ans, j'avais lancé un défi d'écriture pour aider les créatrices de contenu. Puis je me souviens du jour 1, comment il y avait beaucoup de femmes qui étaient en résistance parce qu'ils étaient comme, moi, c'est pas facile. Moi, tu sais, avec toutes ces croyances-là puis ce bagage-là. Puis j'ai dit, faites juste embarquer sans vous poser de questions. C'est tout. Je vais vous guider, tu sais, comme à chaque jour. Puis je m'en fais encore parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est de la pratique, puis parce qu'il y avait quelque chose des exercices, tu sais, je les alignais, mais pas trop, tu sais, comme un petit peu, un exercice comme tu fais, puis ça fait toute la différence, puis tu sais, on se ressemble dans nos missions. Toi, c'est l'écriture, moi, c'est la prise de parole, mais Ouais. on se ressemble dans nos missions parce que il y a beaucoup de femmes qui disent comment tu fais pour être bonne, tu sais, ou comment tu fais pour arriver sur une scène puis que ça soit naturel. Comment tu fais? Hmm. C'est de la pratique. Je peux te donner la meilleure technique ever en communication, là, puis étape 1, 2, 3, puis j'en fais pour du contenu facile à écouter, hein, tu sais, on le sait maintenant, les gens regardent des Reels, ils veulent quelque chose de rapide. J'en fais pour ça. Mais la vérité, c'est que
Ce qui va vraiment t'aider, c'est la pratique. Parce qu'il y a des gens qui me disent, hey, moi, j'ai fait des lives, Steph, puis c'est pas comme toi. Mais non, t'en as fait combien? 2, 3? Moi, j'en ai fait combien? J'ai fait de la télé Ouais. pendant 4 ans. À tous les jours, j'étais en live. Puis si t'écoutes mes premières affaires, c'était pas si bon, là. Tu sais, Hmm. c'était pas si bon. C'est la pratique, la pratique, la pratique. Fait que autant développer le muscle de Ouais. l'écriture, de la prise de parole, mais arrêter de chercher tout le temps la technique, la solution miracle qui va t'amener à écrire facilement, là. C'est de la merde. C'est- Oui, et t'en as déjà parlé, mais chaque action, même imparfaite, peut avoir, peut faire une différence, c'est dans la vie de. Je l'ai pas raconté souvent, celle-là, mais euh, quand j'ai commencé, parce qu'en fait, tu parles de prise de parole, là, mais quand est arrivé la crise sanitaire, blablabla, je voulais trouver une façon de, et c'est là où j'ai appris, moi, à casser la caméra. Tu sais, ça faisait dur, mon affaire, au début, là. La lumière était pas bonne, le son était pas bon, il y avait rien de. J'ai commencé à faire les lives du mercredi avec Jérémy, puis là, j'allais partager mes grandes réflexions, sachant pas trop où ça allait me mener. Et un mercredi soir, je parle, le sujet était les Golden Buzzer. Les Golden Buzzer, ceux qui écoutent les talent shows, là, c'est en fait les American Got Talent et ainsi de suite. C'est le moment où on pèse sur le gros piton doré, les confettis tombent, puis les gens se voient reconnus pour ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. Et je vais vers les gens qui me regardent sur Facebook et je leur dis, vous autres, votre plus gros moment Golden Buzzer, c'est quoi? Et là, j'ai peut-être une trentaine de personnes qui sont avec moi. Et dans le lot, il y a mon beau-père, Richard, qui est un ancien policier, qui est pas volubile, qui, lui, il tapait pas sur un clavier, là, il défonçait parce qu'il avait des gros doigts. Et Richard a pris le temps, dans ce live-là, d'écrire, moi, mon plus grand Golden Buzzer, ça a été la naissance de mes deux filles. Ça, c'est anodin, si on arrête l'histoire là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain matin à 6 heures, Richard décédait. Le cœur a flanché. Il n'y avait rien qui prédisposait la chose. Et parce que je me suis permis cette mise en action-là totalement imparfaite, j'aurais permis à Richard, de son imperfection, lui aussi venir dire une dernière fois à ses filles qu'il les aimait parce on n'a jamais eu la chance de lui reparler le lendemain, là. Alors, on a beau prévoir les plus grandes stratégies, on a beau prévoir, on a beau, mais on sait jamais si ce qu'on va écrire ou ce qu'on va dire va faire une différence dans la vie de quelqu'un et on peut jamais se douter de jusqu'où ça peut aller, là. C'est vraiment une belle histoire, puis tu sais, ça me met les yeux pleins d'eau parce que je trouve qu'il y a quelque chose, une phrase des fois qu'on dit qui peut être pris à la positive et à la négative, dans le sens que les écrits restent, autant ça peut être quelque chose de positif, autant que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui fait peur. Dans le Ouais. sens que, et si j'écrivais quelque chose qu'un jour me retombait dessus? Si j'écrivais quelque chose, tu sais, des personnes, moi je me souviens, hein, quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais quand même jeune, puis tu sais, je veux dire, je pourrais arriver dans 20 ans, puis quelqu'un dise, ouais, mais tu sais, ce que tu as écrit dans ton livre-là, tu sais, si on l'analyse, dans le fond. Mais je m'en fous parce que moi, ce moment-là, ce que je voulais, c'était, mon père venait de décéder. Moi, j'ai commencé à écrire le lendemain. Le lendemain que mon père est décédé, je me suis mis à écrire, 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 écrire. Je savais même pas si c'était moi qui écrivais. Je savais pas de où Hmm. ça venait, mais c'était comme, et j'écrivais, 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 puis j'ai dit, il faut que je le publie parce que c'est en lien avec mon père, il y a une trace que je laisse. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais t'es jeune pour écrire un livre. Attends, tu sais, parce que t'as pas l'expérience ou t'as pas la crédibilité ou l'expertise ou, tu sais. Puis j'étais comme, mais je m'en fous, je veux laisser cette trace-là. Puis, tu Ouais. sais, je pense que des fois, on se met beaucoup de pression parce que maintenant, hein, un mot, une phrase peut être mal perçue par les médias sociaux, par les médias traditionnels, par une personne qui reprend ta phrase et te dit ça. Je trouve que ça peut mettre une pression dans la société dans laquelle on vit maintenant d'écrire puis de laisser cette trace-là sur les médias sociaux, sur Internet, puis je sais pas, je trouve ça beau ce que tu racontes parce qu'en voulant dire, ça peut aussi être le contraire qui se passe. Ça peut aussi avoir un impact. Ça peut aussi faire en sorte que quelqu'un, tu vas avoir changé sa vie, tu sais. Fait que je pense qu'il faut Ouais. pas oublier ça. Non. Faut pas se limiter puis s'empêcher de publier quelque chose parce que peut-être qu'on va se le faire renvoyer, tu sais. Ouais. Non. Du moment où on est clair avec l'intention. Tu sais, si l'intention, elle est claire, elle est pure, si on le sait, la raison pour laquelle on le fait, peu importe où le backlash va arriver, d'où la claque sa gueule va arriver, s'il y a une claque sa gueule à arriver,
on va être capable d'encaisser parce qu'on se souviendra que l'intention est plus grande que ce qu'on vient de subir là comme contre-coup, là. Et souvent, ben, en fait, on le voit sur les médias sociaux. Ceux qui vont parler fort, ceux qui vont écrire, sont ceux qui sont en désaccord et tous ceux à qui on fait du bien, spontanément vont prendre le cadeau qu'on leur offre, vont le faire sien. Ils viendront pas tout le temps nous le dire, là. Alors, on peut pas, parce que trois, quatre personnes nous ont dit que c'était de la merde, présumer que c'était de la merde, parce qu'il y en a peut-être 200 côtés que ça fait du bien. Puis eux ont pas senti le besoin de te le dire parce qu'ils prennent pour acquis que tu le sais. Euh, Ouais. un livre, ça permet ça. T'sais, le livre permet de contextualiser ce qui vit de façon très éphémère sur les médias sociaux, des fois qui peut être pris hors contexte. Dans un livre, bon, on a le temps d'installer. C'est ce qui fait la différence là, dans le C'est pour ça que processus. j'imagine que tu aimes beaucoup le livre aussi, parce que là, tu as comme vraiment toute l'explication. C'est facile de juste prendre un segment d'un livre, puis mettre une phrase, puis dire telle personne a dit telle chose, puis on est bon là-dessus dans notre ère, là, tu sais. Ouais. Fait que, alors que la vérité, c'est que si tu vas lire le livre au complet, ou si tu vas lire l'histoire au complet, ou le blog au complet, parce que des fois, c'est ça aussi, ben, tu te rends compte que, dans le fond, tu sais, l'intention était bonne au départ. Puis j'aime ça que qu'on se ramène à ça, parce que moi, j'ai beaucoup de filles aussi que je coach qui sont dans des ordres professionnels. Ouais. Et ça, déjà Ouais. d'avance, c'est comme si ils ont de la misère, ils ont de la difficulté. Beaucoup de femmes que j'ai accompagnées, puis j'ai dû accompagner même certaines en privé parce que elles se bloquaient tellement, là, parce que tout d'un coup, je me fais taper dessus, tout d'un coup que je me fais taper ses doigts, tout d'un coup qu'ils me poursuivent. Et je me dis, si tu sais c'est quoi l'intention et que tu connais les règles quand même, Ouais. euh, rendu là, je veux dire, go, tu sais, Ouais. go parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas juste vivre tout le temps dans la peur que quelqu'un te dise que c'était pas correct, tu sais. Ça, Mais c'est dans là, tout. mais ça, c'est dans un acte d'écriture. En fait, c'est dans une volonté de rendre public. Alors, si je fais partie d'un ordre, que je me sens la pulsion d'écrire, de décrier, de mettre en valeur ou je sais pas trop quoi, et qu'il y a des contraintes externes au niveau de la publication et du rayonnement de mon message, minimalement, je me dois de m'autoriser de moi à moi de le mettre sur un bout de papier, là. Mhm. Parce qu'encore là, on fait juste garder une charge, là. On garde un message qui, dans l'univers, reste encore jamais dans la carcasse, là. Puis ça va pas se déposer ailleurs. Et là, on n'a pas de recul. Et qui sait si cette personne-là avait pris le temps de déposer sur un bout de papier, l'avait laissé dormir un jour, 2 jours, 3 jours. À un moment donné, il y a une perspective qui s'en dégage. Il y a une image, il y a un mot qui pop-up et on se dit, ah, ça, c'est peut-être le bon angle. Exact. Mais Oui, parce que permettons-nous. c'est pas juste de décrier non plus tout le temps des choses, puis on peut, parce il en faut de toutes les sortes. Puis tu sais, je pense que c'est ça aussi, de trouver son style. Qu'est-ce que moi j'ai envie est-ce que j'ai envie de dénoncer? Est-ce que j'ai envie d'inspirer? Est-ce que j'ai envie de motiver? Puis ça se peut que, tout dépendant des phases de notre vie, ça soit différent. Moi, je le sais quand je suis arrivée sur les médias sociaux, dans une certaine période, moi, j'étais la rebelle un peu, là. J'avais ce ton-là parce que je voulais dire, moi, je suis comme ça, c'est ça, puis si vous n'êtes pas content, puis j'avais besoin de ça, puis à ce moment-là, les personnes que j'attirais, c'était des personnes qui se sentaient incomprises, qui sentaient pas qu'il y avait le droit de parole, puis à un moment donné, ça a switché. C'était plus ça, moi, c'était je veux écouter tout ce que les gens ont à dire, je suis intéressée à tout le monde, moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, on va se parler ensemble. Et là, ben, je me suis attirée d'autres styles de personnes. Ouais. Parce que les gens que j'attirais avant, ben, j'étais moins dans cette énergie-là. Puis c'est correct de changer Mhm. nos styles, nos tons, euh, puis d'être soi, dans le fond. C'est ça ce que tu dis aussi beaucoup à ta communauté. Clairement. Ouais. Et ne pas. Mais je suis juste curieux, parce que là, tu as piqué ma curiosité. Ce livre que Ouais. tu as écrit, finalement, Oui. et qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu sais, avec le recul aujourd'hui, quand on disait t'es trop jeune et blablabla, blablabla, là, qu'est-ce qui est arrivé après? Comment ça a été reçu? Comment ça vit dans ton univers? Qu'est-ce que ça a amené en toi, ça? Ben moi, ça a été vraiment le point de départ de ma vie de rêve. Parce que je dis souvent, tu sais, c'est de même que ma mission est partie, c'est que mon père était malade, il y avait l'Alzheimer, puis tu sais, les gens connaissent mon histoire quand même, Ouais. mais tu sais, je la répète, mais tu sais, puis il perdait les mots. Puis moi, ça venait vraiment me chercher parce que je me disais, moi, j'ai la possibilité d'exprimer ce que je veux. Est-ce que j'exprime vraiment ce que je veux? Puis je réalisais que non, dans le fond. Fait que oui, j'étais bonne pour parler, mais pas pour exprimer ce que je voulais vraiment puis mes désirs. Puis ça a été la première affaire que j'ai fait écrire un livre j'ai écrit un livre sur le bonheur parce que ça a été une quête que je pense que tous les êtres humains vivent, mais moi, c'était vraiment intense comment je voulais tout le temps être heureuse, je voulais tout le temps être heureuse, mais dans le fond, c'est parce que je fuyais tout le temps la souffrance. Hmm. J'évitais tout, moi, dans la vie. Ça allait pas bien avec quelqu'un,
c'était fini. J'étais pas bien chez nous, je déménageais, je changeais de pays. Tu sais, c'était tout le temps la fuite, la fuite, la fuite, la fuite. Puis dans le fond, tu sais, je cherchais le bonheur, mais dans le fond, je me connectais jamais à moi-même, tu sais. Hmm. Fait que moi, ça a été vraiment le point de départ. Le livre, ça m'a fait du bien. Ça a été comme une thérapie pour moi d'écrire ça puis de me rendre compte de tous ces moments de fuite-là que je n'avais pas tant réalisé avant de le mettre sur écrit. Hmm. Puis après, ça m'a ouvert des portes parce que c'était comme sky is no limit. Je peux faire ce que je veux dans la vie, tu sais. Fait que moi, ça a vraiment permis ça. Puis après, c'était les conférences. Après, j'ai parti C'est ma ça. business. C'est comme si, je trouve que pour moi, la parole, puis que ce soit par écrit ou Ouais. verbalement, c'est le point de départ pour vivre sa vie de rêve, tu sais. Alors, si tu avais écouté les gens qui, à l'époque, t'avaient dit t'es beaucoup trop jeune, donne-toi du temps, blablabla, toi et moi, on serait pas ensemble aujourd'hui. Ben non. Et toutes ces femmes qui ont eu la chance et ces hommes qui ont eu la chance de croiser ta route, qui ont des amis, des familles, tu sais, c'est exponentiel, là. T'aurais privé ces gens-là de toute cette lumière-là, c'est pour quelques Ouais. commentaires, et c'est la même chose que les gens doivent entendre en ce moment. Oui. Si c'est ce que t'entends, bouge-toi les oreilles, bordel. Oui, puis ça a aidé tellement de monde qui sont venus me voir, mais je me souviens à un moment donné, j'ai un de mes amis que il a dû aller oui, comment on appelle ça, pour euh, un centre pour les gens qui boivent de l'alcool, là, je cherche le Ouais, mot exact, là, mais tu sais, un centre de thérapie, là, tu sais. Fait ouais. qu'il a passé du temps là-bas, puis il me dit, sais-tu ce que j'ai lu durant mon centre? Il dit, ton livre était là. Et là, ça m'a touchée parce que, premièrement, lui, qui lisait pas, a lu mon livre. Il aurait pas lu mon livre s'il avait pas été là, probablement. Mais de savoir que c'était une référence dans un centre comme ça de gens qui ont besoin de se connecter à quelque chose, là, j'étais comme, waouh, tu sais, mon livre, il est là, dans un centre de thérapie, tu sais, j'étais comme, waouh. Fait que c'est ça que je trouve merveilleux parce que on le sait pas toujours où est-ce que ça va, notre écriture, puis on peut même pas réaliser l'impact puis l'ampleur parce que les gens ne le disent pas toujours. Mais quand tu as quelques personnes comme ça, tu te dis, imagine quel impact ça peut avoir eu sur les autres. Tu sais, Mm. parce qu'après, ça a un impact sur tout le monde. Parce que si lui va mieux grâce à une lecture, ben, sa blonde va mieux, ses enfants vont mieux, tout le monde va mieux. Fait que c'est juste fou. Fait que moi, maintenant, je le sais, je m'accroche beaucoup plus à l'impact que ça peut Mm. avoir que le contraire. Tu sais, je suis comme, à un moment donné, souvent, là, quand on a peur, là, la vérité, je sais pas toi, là, mais moi, la vérité, c'est que quand j'ai peur de nous deux personnes. Puis, je peux te dire c'est qui que j'ai peur. J'ai pas peur que tout le monde me juge. J'ai peur que telle ou telle ou telle Ouais. personne me juge. Puis, est-ce que ça vaut la peine que j'écrive pas pour 3 personnes alors que je peux changer la vie de 1000 personnes? La réponse est non, tu sais. Et voilà. Et voilà, c'est simple comme ça. Et là, tous ceux qui sont, parce que là, toi, tu pouvais pas, évidemment, encore là, ton intention initiale n'était pas d'écrire un livre qui allait se ramasser dans un centre de, tu sais, Non, non. on ne sait jamais jusqu'où ça va nous mener. Et tout à l'heure, on a juste ouvert sur le persona, tu sais, quand on se disait, bon, il y a l'intention, puis il y a la personne à qui on s'adresse. Euh, c'est pas une vérité universelle, il y en a pas de vérité universelle, mais c'est un bon élément de départ, honnêtement, quand on désire se mettre en action, là. Moi, j'aime toujours ramener à qui j'étais, tu sais, au moment où j'en avais besoin. Alors, mon premier livre s'appelle Sortir de l'ombre et briller, c'est pas pour rien, là. C'est que j'étais dans l'ombre et j'étais pas prêt à sortir, puis je maîtrisais même pas mes zones d'ombre, là. Quand j'en ai terminé la rédaction 3 ans plus tard, ce livre-là, c'est comme si je me l'offrais à moi 5 ans avant quand j'étais dans ma grande quête existentielle. C'est souvent cette personne-là à qui on s'adresse parce qu'on la connaît bien. Alors oui, on peut chercher son lectorat, on peut chercher, mais commençons là, par se faire le plus beau des cadeaux. Et souvent, quand on se lance dans un projet, la phrase magique qu'on va dire à tout le monde là, pour se déculpabiliser un peu puis se donner du courage, c'est se dire, hey, si seulement ce que je vais faire va changer, tu sais, peut aider une personne, là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment où tu te mets en action vers la réalisation de ce projet-là, ton objectif, il est déjà atteint parce que la personne, la première qui se transforme, c'est toi, là. Tu peux pas, une fois que tu le sais, tu peux pas l'oublier. Et chaque jour, tu te lèves avec cette avancée-là, la transformation. C'est ça, l'écriture transformationnelle. C'est ça, un acte qui transforme. Et il faut comprendre que quand on donne vie à l'outil, ben, on est le premier utilisateur, on est le premier bénéficiaire et l'objectif est déjà atteint. Alors, par qui on devient, déjà, on est une meilleure personne et on inspire davantage les gens. Et le livre est même pas dans la matière encore, et le projet est pas réalisé, Mm. le podcast n'est pas lancé, mais la mise en action.
Ce qui m'a amené, là, tu sais, au bout du 3 ans, là, quand je voulais tout arrêter, parce que j'étais tanné, là, le 31 décembre 2018, je me suis mis la tête sur l'oreiller. J'en avais plein le pompon et je me suis dit, j'arrête. Anyway. Et là, tous les symptômes, tu sais, ça, il y a personne que ça va intéresser, blablabla. Bla, bla, bla. Je me couche en me disant, demain matin, le 1er janvier, j'annonce à tout le monde que j'arrête. Je vais redevenir beaucoup plus agréable parce que là, j'étais maussade, parce que je vivais avec la frustration puis la culpabilité. Puis comme j'ai une grande gueule, moi, j'avais dit à tout le monde que j'écrivais un livre, fait que tout le monde me demandait, ça avance-tu? Eh non, ça Mhm. avance pas. Et le 1er janvier, à la maison, on a une tradition familiale où on s'assoit ensemble puis on fait un bilan, les enfants, avec ma femme, de la dernière année et on se souhaite quelque chose pour l'année à venir. Et puis quand est venu le temps de se souhaiter des trucs, ben, on tire au hasard, tu sais, les prises de parole. Et mes enfants et ma femme ont pris la parole avant moi. Et mon petit bonhomme me dit, en tout cas, papa, j'ai vraiment hâte de lire ton livre. J'espère que, tu sais, ça va bien aller cette année. Puis ma fille qui me dit, en tout cas, papa, tu mérites vraiment d'aller au bout d'un de tes projets. Puis ma femme qui dit, tu as toujours réalisé les projets des autres et tu l'as jamais fait pour toi. Ce livre-là, ça va être ton année. J'ai-tu eu le courage de leur dire que j'allais arrêter? Pas pantoute, là. Mhm. Mais là, le projet est devenu beaucoup plus grand que mes peurs, que mon petit ego, puis de ah non, ça marchera pas, là. Et une couple de mois, en fait, 11 mois plus tard, j'étais sur une scène, tu sais, devant 150 personnes. J'avais sorti de l'ombre et brillante les mêmes. J'avais la petite étoile et le phare endormi parce que tant qu'en écrire un, finalement, j'en ai écrit deux, puis c'est devenu dans la matière. Et à partir de là, moi, ma vie a changé. J'ai plus jamais regardé en arrière. Maintenant, je ne vis que de l'écriture, que de l'accompagnement. Mhm. Si ma femme et mes enfants m'avaient pas donné cette dose de courage-là, ce 1er janvier-là, ben, à mon tour, je serais pas avec toi aujourd'hui, là. Je serais pas là. Fait que c'est le début de tellement de choses. Et il reste pas beaucoup de temps, puis j'ai le Oui, goût de parler d'un sujet que je trouve important. Parce qu'on est quand même dans une ère où la technologie va vite, l'intelligence artificielle, puis j'ai eu des formations là-dessus. J'ai commencé à l'utiliser. Puis là, j'avais le goût d'entendre ton avis par rapport à ça parce que dans ce qui s'en vient ou ce qui est oui. déjà en cours, c'est vraiment c'est vraiment un outil que les gens peuvent utiliser puis créer des textes automatiques. On le sait, tu sais, je sais pas si tu l'as testé, mais Oh bref, oui. les gens peuvent créer des textes de façon automatique facilement, puis ça peut être très pertinent, puis une personne qui avait zéro talent en écriture, là, tout d'un coup, devient un magicien des mots, tu sais. Oui. Tu vois ça comment, toi, l'écriture transformationnelle dans cette nouvelle ère où la technologie et l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place? Je vais toujours partir de l'humain. Quand ta question était, est-ce que tu as testé, là? Et je me suis amusé parce que, tu sais, j'accompagne plein de gens et j'ai un deuxième compte pour enfants, tu sais, qui est pas là encore, qui est pas terminé. Et j'ai ouvert un outil un jour en mettant mon synopsis et en me disant, peux-tu m'écrire un compte pour enfants d'une longueur de 1 000 mots en mettant telle valeur et je veux telle chute à la fin? Ça y a pris 3 minutes me l'écrire, là. Et c'était pas mauvais du tout, là. Honnêtement, j'aurais probablement eu une coupe d'heure à remettre juste pour peaufiner, m'approprier. Ce qui est monté au début, c'est tabac. Et là, calvaire. Et après ça, honnêtement, là, j'ai fait, OK, quel bel outil, c'est le fun, c'est possible. Est-ce que moi, comme humain, actuellement, là, j'en retire une satisfaction, là? Ce qui est évident, c'est que sur le marché, dans les proches, écoute, il y en a déjà sur le marché de toute façon. Il y a déjà des livres qui ont été écrits assurément de cette façon-là. Parce que la facilité, on la voit, puis du moment où l'histoire existe, c'est facile d'en faire un livre, là. Mais moi, je te l'ai dit, moi, je suis pas de l'industrie du livre, je suis pas de l'industrie de l'écriture, je suis de l'industrie de l'humain et de la transformation. Et ce qui m'intéresse, c'est l'humain, puis le sentiment de satisfaction qu'il va avoir à la fin sur son parcours. Alors, nonobstant tout ce qui se mettra dans l'univers et ces outils-là qui existent, auxquels on peut recourir des fois pour se donner un coup de main. Moi, je t'avouerais que j'utilise beaucoup dans mes écrits promo parce qu'à un moment donné, on vient qu'on se sature dans son univers puis on a besoin d'être challengé sur des angles différents. Là, c'est intéressant. Mais on peut pas parler d'écriture transformationnelle et parler d'intelligence artificielle en même temps. Ça peut pas être ça, là. Et comme je te dis, moi, c'est l'humain. Alors, on part de l'humain et l'histoire de l'humain, l'histoire de Ginette que j'accompagne, l'histoire de Pierre, l'histoire de Valérie, ben, c'est pas l'histoire de personne d'autre, là. Et la charge de cette histoire-là et la transformation qui s'opère pendant l'écriture, ben, elle appartient à l'auteur. Elle appartiendra jamais à quelque chose qui est pas dans la matière, là. Euh, alors, dans mon secteur à moi, parce que je suis pas une maison d'édition pour qui le modèle d'affaires est basé sur un volume de livres, parce que je suis pas un accompagnateur littéraire dont les revenus dépendent du nombre de livres vendus et ainsi de suite, ça me fait pas peur du tout.
Parce que ce sera jamais un frein vers ma connexion avec l'autre et la transformation qu'on va faire ensemble pendant l'écriture. Mhm. Parce que l'aspect guérison ou l'aspect fierté, comme tu l'as mentionné, ne sera pas là anyway, tu sais. Parce Jamais. que tu peux gagner du temps Assurément. avec l'intelligence artificielle, c'est clair. Puis il y a certaines affaires que c'est OK aussi, tu sais, comme tu dis, les écritures promo, ces affaires-là. Puis c'est à nous de voir qu'est-ce qui devient un grugeur d'énergie, tu Ouais. sais. Mais en même temps, ça reste que il y a rien de plus satisfaisant que d'écrire quelque chose avec ses tripes. Tu sais, l'autre fois, j'écrivais. Des fois, moi, j'aime utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des textes que j'ai déjà écrits puis les couper, faire Oui. des courts textes, des choses comme ça, super pratique. Puis là, il y avait une journée, puis j'avais plein d'affaires, puis j'étais vraiment dans un mood, tu sais, où est-ce que mes textes me faisaient pleurer. Tu sais, j'étais comme, oh my God. Ah, Mais tu te sens tellement bien après? Ben plus que OK, ben merci, intelligence artificielle, c'est fait. Merci, bonsoir. Tu sais, c'est comme, c'est même pas toi. C'est même pas toi qui l'as fait. Puis moi, c'est là que je vois que ça peut devenir problématique à un moment donné quand t'es même plus capable de t'approprier, tu sais, ce que t'as fait. Tu sais, t'es ouais. même pas capable de t'approprier, c'est moi. Puis moi, je trouve que écrire un livre toute seule, c'est hyper satisfaisant d'aller jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme, oh my God, parce que comme tu l'as raconté tantôt, on a toute cette envie-là d'abandonner à un moment donné puis de faire Hey. c'est terminé, je tire la plug. Alors que là, ben non, je vais demander à l'intelligence de terminer. Fait que moi, c'est là que ça devient problématique, mais tu sais, rendu là, c'est nous, qu'est-ce qu'on a envie de vivre en tant qu'être humain puis personnellement, là, tu sais. Mm. Ben, c'est de l'honnêteté, hein. C'est d'être honnête de soi à soi, là. Euh, Exact. Ouais. et toi et moi, c'est avec des humains qu'on travaille et c'est avec des humains qu'on veut changer les choses, qu'on veut améliorer. Tous les livres, tous les auteurs que j'accompagne, en fait, arrivent dans mon univers parce qu'ils ont envie de déposer du beau et du bon. Puis ça, ben, le beau et le bon, ben, on va le puiser à même leur histoire. Et ça, ben, il y a personne qui peut l'inventer, cette histoire-là. Ça leur appartient. Exact. Puis tu sais, en terminant, ce que j'ai le goût de dire, c'est que moi, ça m'a quand même challengé parce que moi, j'enseigne les médias sociaux et Ouais. ça a fait en sorte que j'ai décidé que j'avais plus envie d'enseigner les médias sociaux parce que je voyais comment ça allait vite et que à un moment donné, ça va être une game de productivité, de qui en écrit le plus pour. Et je me suis dit, c'est pas ce que je veux, moi. Je veux ramener les gens à une communication, c'est comme authentique, que les gens, quand ils se rencontrent, ils connectent. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision consciemment cette année de changer un peu ma clientèle puis où est-ce que je veux m'en aller. Fait que ça m'a permis ça. Ça m'a comme aidé aussi de voir ma mission, c'est pas de créer le maximum de contenu possible. Ma mission, c'est de ramener les gens à quelque chose de super humain, super, tu sais, transparent. Fait que Hmm. voilà. Fait que tu sais, faut le voir comme c'est un outil parfait, génial. Qu'est-ce que je fais avec? Puis est-ce que ça peut réaligner certaines de nos entreprises? La réponse est oui. Ah oui. La réponse est oui aussi. Hey, merci beaucoup, Jérémy. En terminant, j'aimerais ça que tu me dises où est-ce qu'on peut te suivre, te parler d'ateliers tantôt, gratuits, Ouais. etc. Fait que fais juste nous dire où est-ce qu'on va te suivre. Alors, parce que je suis pas le plus branché et que je serais un très bon client pour toi. En fait, j'aurais été un très bon client pour toi dans cette ancienne vie-là dont tu nous parles. Le point de chute, honnêtement, c'est le www.legardiendephare.com. C'est là où on a accès au balado au sortir de l'ombre et briller. C'est là où on peut s'inscrire aux ateliers. C'est là où on a accès aux différentes formations, plans d'accompagnement. Sinon, sur Facebook, Le Gardien de Phare. Sur YouTube, Le Gardien de Phare, toujours. Alors, c'est le mot qu'il faut retenir. Le Gardien de Phare. Gardien de phare. C'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. C'était super agréable de jaser avec toi. Merci, Steph.